Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Le chirurgien arrive, il dit voilà, il y a deux solutions. Soit on vous garde votre pied, mais vous allez vivre en permanence avec de la douleur. Ou alors, on vous ampute, et puis là, vous pouvez avoir une vie plus normale, etc. Mais c'est votre choix. Qu'est-ce que vous choisissez ? Banzai, épisode 10, Vincent, la douleur comme témoignage d'un membre amputé. Hello et bienvenue dans Banzai, le podcast qui explore des histoires de vie pour briser les tabous sur la douleur chronique. Imaginez une douleur qui pendant des mois, des années est là tous les jours, avec plus ou moins d'intensité. Par sa présence, elle bouleverse toute votre vie, votre travail, vos activités, vos relations. C'est ce que l'on appelle une douleur chronique. Moi, c'est Anaëlle Régent. Et cela fait longtemps que je souffre de douleurs chroniques. J'en ai fait ma force en devenant patiente partenaire et cofondatrice de l'association Les Algonautes. Ensemble, nous accompagnons les personnes qui connaissent aussi la douleur au quotidien. Avec Banzai, que vous soyez concerné de près ou de loin, je vous invite à découvrir des témoignages intimes et émouvants de personnes passionnées et passionnantes. C'est à vélo et en longeant les bords de Loire que je me rends chez Vincent. Il m'accueille devant chez lui, les bras ouverts. Et après m'avoir offert un grand verre d'eau, nous nous installons sur sa table de salle à manger et je lui propose de commencer par se présenter. J'ai 61 ans. J'ai eu un accident de la voie publique en scooter il y a 2 ans maintenant. Cet accident était grave puisque j'ai perdu une jambe. Donc, comme je dis, j'ai eu ma jambe pendant 58 ans et puis maintenant j'ai une prothèse. Voilà, c'est une nouvelle vie qui a commencé il y a 2 ans. J'étais professionnellement fonctionnaire territorial. À mon âge, j'étais aussi en train de penser fin de carrière, forcément un petit peu. Mais enfin, j'étais aussi dans une direction qui est très dynamique. J'étais aussi formateur. C'était quelque chose d'important pour moi de transmettre avec un attachement particulier à tout ce qui est cours autour des conditions de la démocratie, etc. Enfin, des choses qui ouvraient des débats. Voilà, j'ai 6 enfants, donc ça c'est important. J'ai 2 petits-enfants. Ma fille aînée a 36 ans et mon cadet a 14 ans. C'est une famille recomposée. Ça veut dire aussi tout ce qu'on connaît de cela. Le fait d'avoir cet accident, j'ai senti aussi tout l'amour se retourner vers moi au moment de cet accident. J'étais pas sportif du tout, presque par militantisme, pas spécialement sportif. J'ai fait beaucoup de sport, mais là je l'étais plus trop. Donc voilà, avant la santé, ça allait plutôt pas mal, quoi. J'avais connu des douleurs avant, des coliques néphrétiques, des choses qui sont extrêmement douloureuses, mais limitées dans le temps. Alors après, c'est une autre histoire qui a commencé avec la douleur. Ça fait très longtemps que je faisais du scooter en 125 et là c'était mon dernier scooter parce que je m'étais dit je vais bientôt la retraite, donc je vais me faire plaisir, je vais changer de cylindrée. J'ai changé tout mon équipement, etc. Et mon scooter était tout neuf. Quand je partais à une formation qui avait lieu à Angers. Et en fait, ça s'est passé à moins de 10 km d'ici. J'étais en pleine ville. C'est un trajet que je connais évidemment par cœur. Puis en fait, j'avais un camion devant moi qui est passé. J'ai vu qu'il y avait une voiture arrêtée au stop qui a laissé passer le camion. Puis moi, quand je suis arrivé derrière, elle m'a pas vu. Elle est partie. Elle a voulu, je pense, accélérer très vite parce qu'il y avait une autre voiture qui arrivait derrière. Et elle m'a shooté. Voilà. Ça a été très vite, je suis tombé, j'ai eu très mal tout de suite. Une douleur, moi je dis une douleur épaisse, c'est quelque chose de lourd qui envahit complètement, qui est la douleur immédiate de l'accident, où on sait que de toute façon c'est grave. Le SAMU est arrivé très vite et en fait ils m'ont fait des piqûres de morphine qui se sont révélées inefficaces sur le moment pour pouvoir me transporter. J'ai eu droit à une injection de kétamine. Puis je pense que j'ai eu une dose très importante. Donc là, je me suis vu mourir, en fait. Je me suis dit, ça y est, je suis mort. Alors, paradoxalement, j'avais pas spécialement peur. Par contre, j'étais extrêmement triste. Vraiment. C'est quelque chose qui m'a rendu, mais très, très, très triste.
en me disant il y a des choses que j'ai pas dites, il y a des choses que j'ai pas fait, il y a des choses que j'aurais aimé dire aux gens puis je me suis pas autorisé. Enfin, mais il y a plein de choses que le cerveau il tournait à toute vitesse là-dessus et vraiment ça m'a mis dans un état mais vraiment pas bien. Alors la différence c'est que je me rappelle de ce passage-là. Il y a plein d'autres passages où je me rappelle plus trop bien parce que j'étais vraiment très très shooté. Mais là ça je m'en rappelle et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et puis une fois à l'hôpital, à nouveau la douleur, à nouveau voilà, et j'ai eu un épisode de 72 heures de douleur intense où on vous demande entre 0 et 10 combien c'est. Alors moi j'étais à 13-14, donc on me disait oui mais ça n'existe pas. Alors je dis au moins 10, c'est facile. Cette douleur-là, elle est terrifiante et je pense que j'ai été sur un endroit au niveau de la douleur où on peut devenir fou quoi. On peut vraiment devenir fou. C'est indicible. Alors ceux qui connaissent les douleurs chroniques régulières, c'est évidemment quelque chose avec lequel on est familier. Mais ceux qui n'ont pas connu ça peuvent pas comprendre. Alors c'est intellectuel. On comprend intellectuellement que ça fait mal, mais c'est même pas faire mal. Hein. C'est tout le corps, tout est douleur en fait. Et on va dans des choses que le cerveau n'a plus la capacité de maîtriser. Hein. On m'a dit, je vais vous mettre un petit gant de toilette sur la tête, ça va vous aider. Bon, je peux dire, non, on n'en est plus là. On n'en est plus au gant de toilette sur la tête. Et on est prêt à tout, quoi. On est prêt à tout. Paradoxalement, quand j'ai été amputé, j'ai été soulagé, en fait. Mais bon, pour la petite histoire, il y avait plus d'une 60aine de traumatismes sur le bas de ma jambe et mon pied, qu'ils ont essayé de résorber. Donc j'ai eu une première opération où on s'est dit, est-ce qu'il y a peut-être moyen de conserver le pied ? Alors que moi, quand je regardais mon pied, je me suis dit, non, je pense qu'on va pas le conserver. Mais enfin bon, bref, c'était une option médicale qui a été tentée. Quand quand on m'a coupé la jambe, parce qu'il faut bien dire les mots comme ça, quand on m'a coupé la jambe, la douleur était plus facile à gérer, un peu plus facile. Alors après, c'est les histoires de douleur du membre fantôme, comme on dit. Elles sont diverses et variées, mais une fois la jambe coupée, c'était plus du tout aussi lourd comme douleur. Après avoir tout tenté pour conserver son pied, les chirurgiens proposent à Vincent une amputation. Je lui demande comment s'est passée cette annonce. J'ai été amputé 5 jours après mon entrée à l'hôpital. Alors, c'est un peu particulier. Quand j'en parle avec d'autres personnes amputées, ça s'est passé à peu près de la même manière pour beaucoup. C'est que le chirurgien arrive, il dit il y a 2 solutions. Soit on vous garde votre pied, mais vous allez vivre en permanence avec de la douleur. Vous aurez une vie sociale qui sera impactée par ça. Vous ferez des allers-retours permanents entre chez vous et l'hôpital, etc. Donc j'ai dit vous me vendez du rêve là, s'il vous plaît. Ou alors on vous ampute et puis là vous pouvez avoir une vie plus normale, etc. Mais c'est votre choix. Qu'est-ce que vous choisissez ? Alors moi j'étais tout seul à ce moment-là. C'est un choix extrêmement intime et personnel, j'en suis convaincu. Moi je voulais quand même avoir le sentiment de ma femme. Là. Alors j'ai dit vous me donnez combien de temps ? 1 heure parce qu'il faut que je réserve la salle d'opération et on fera ça demain matin à la 1re heure. J'ai dit ok, donc dans 1 heure, faut que je vous donne ma réponse. Ouais, maximum. Donc du coup, j'ai appelé ma femme au téléphone. Elle me dit oui, mais quand même. Ouais, j'ai qu'1 heure. Donc elle me dit qu'est-ce que tu veux faire ? Moi j'ai dit je vais me faire amputer parce que je veux pas rester avec cette douleur-là. Du coup, j'ai dit oui. On coupe le tibia et le péroné. Il faut que ça soit bien coupé. Moi, j'ai eu de la chance, ça a été bien coupé, avec suffisamment de matière, comme ils disent autour, pour pouvoir aussi envisager l'équipement. C'est-à-dire que quand le chirurgien il coupe, il doit aussi penser à l'équipement prothétique derrière. Donc là, moi, ça a été plutôt bien fait. Aujourd'hui, 2 ans après, j'arrive toujours pas à regarder mon moignon en face. C'est un truc qui il fait pas complètement partie de moi, cette affaire-là. C'est un gros travail avec mon thérapeute d'accepter aussi ça. Maintenant, j'arrive à le toucher, mais avant, je n'arrivais même pas à le toucher. Là, maintenant, je le touche parce que je dois le vérifier tous les jours, même plusieurs fois dans la journée, pour voir s'il va bien, s'il n'y a pas de rougeur, s'il n'y a pas tout ça. Mais le regarder, mettre une glace et regarder mon moignon comme ça, c'est quelque chose qui
qui ne passe pas du tout. J'aime pas le montrer, par exemple. Les gens qui le voient, c'est très rare. Mon épouse, mon fils, parce que maintenant lui, ça le perturbe pas du tout. Ma fille était là hier, elle n'était pas protégée, elle l'a vu. Enfin bon, c'est des choses qui leur posent plus de problème. Moi, j'aime horreur de ça. Paradoxalement, je trouve ça très intime. Mais moi, dans mon intimité avec lui, voilà, j'en parlais à la troisième personne, donc pour dire qu'il y a une distance entre lui et moi. L'image corporelle, l'image de soi, pour moi, elle a été atteinte. Pour moi, c'est compliqué. Vincent passera en tout et pour tout 8 jours à l'hôpital. Et par chance pour lui, seulement quelques jours après son retour à la maison, il est admis en hôpital de rééducation. Là-bas, il va pouvoir se préparer à recevoir une prothèse. Il y a plein de gens qui disent, voilà, il faut que la prothèse, elle soit aussi confortable qu'un chausson, vraiment, on doit être bien dedans, etc. Donc on se fait un truc en se disant, voilà, il faut que ça soit comme ça. Sauf que la première prothèse qu'on a, le premier emboîture qu'on essaye, elle est douloureuse. Dans 99% du cas, elle est douloureuse parce que le moignon s'attend pas à une compression comme ça. La taille du moignon peut varier en fonction de la chaleur, de la pression atmosphérique, etc. C'est pas une légende, ça varie beaucoup. Et dans les tout premiers temps de l'équipement, ça varie pratiquement du matin au soir, quoi. Et donc la première prothèse, elle est forcément pas la plus adaptée. Mais ce qui touche, même en y repensant là maintenant, ça a été une des expériences les plus vives de ma vie, parce que j'ai quitté le fauteuil, je me suis remis debout. Donc il faut dire qu'entre le moment de l'accident et ce moment-là, où on se met debout pour la première fois, avec 2 pieds, dont un prothétique, il s'est passé 2 mois et demi. Et c'est hyper émouvant, quoi, parce qu'on se retrouve debout, et que le premier pas... voilà, on mesure déjà tout le boulot qu'il va y avoir à faire, mais en fait on mesure aussi tout le travail qu'on a fait avant d'être équipé, parce que ça, c'est souvent, les gens se rendent pas compte, mais ça demande un engagement physique, musculaire, et là du coup, moi, pour un non sportif comme moi, il a fallu que je m'en mette à mes 10 heures de kiné par semaine, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, avec du travail musculaire important. Évidemment les jambes, évidemment la jambe valide, hein, les fessiers, moyen, grand, petit. Je savais même pas que ça existait, moi. Je pensais qu'il y en avait qu'un, mais non, on en a 3. Et ces 3-là sont hyper importants pour la marche. Et donc retravailler ça. Pour les amputés tibiaux, ce qu'il y a à gérer, c'est aussi le mouvement de la jambe, comment réapprendre à marcher, attaquer talon, développer, pousser. Enfin bon, on réapprend à marcher et il faut penser ça en permanence. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Quand je vais sur un sol qui est inégal, dans ma tête, ça se met en place tout de suite. Comment je vais positionner mon corps ou comment je dois positionner mon pied pour être le plus à l'aise possible. Et pourtant, j'ai un équipement qui est vraiment très très performant et qui permet aussi d'absorber les différences de niveau du sol. Donc la première prothèse, c'est d'abord l'émotion d'être debout. Après, on la garde pas très longtemps parce qu'il faut pas non plus abîmer le moignon qui est encore un peu frais et qui s'attend pas à cette pression-là. Avec Vincent, je découvre l'univers de l'équipement prothétique et le vocabulaire qui va avec. Pour commencer, il y a le manchon. C'est une sorte de chaussette qu'on enfile autour du moignon. Puis, on vient placer le moignon dans l'emboîture qui est moulée sur mesure. Au bout de la prothèse, il y a le pied, qui est articulé par une cheville. Et cet ensemble est relié au reste de la prothèse par un élément de jonction. Car ce pied et cette cheville peuvent être amenés à être changés en fonction des besoins et des activités. Vincent me raconte qu'il a sur lui, au moment où l'on se parle, une cheville très spéciale. Là, celle-ci est électronique. Elle est mieux qu'une vraie cheville parce qu'elle travaille sur tous les axes. Et en fait, je peux la régler via mon smartphone en fonction du terrain sur lequel je marche. C'est-à-dire que si je marche sur du sable, je vais avoir besoin qu'elle soit beaucoup plus souple que quand je marche sur du plat. Et elle s'adapte à toutes mes chaussures. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je change de chaussure, je change le réglage de la cheville. Donc ça, c'est un très très grand... On est très peu à avoir cette cheville-là parce qu'elle coûte très 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 cher. Pour donner un ordre d'idée, quand j'avais mes 2 jambes, je me disais quand je serai en retraite, peut-être que j'aurai un camping-car. Et ça vaut le prix de mon camping-car, ma cheville. Ça donne un ordre de grandeur. Quand je dis que ça coûte cher, ça coûte cher. Ouais. Mais que le fait que ça soit un accident avec un tiers responsable, c'est l'assurance de la partie adverse qui me paye aussi les emboîtures. Donc je choisis les emboîtures sans être limité par le prix, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce qui est assez scandaleux d'ailleurs. Que toutes les personnes amputées comme moi ne puissent pas avoir le même matériel que moi,
C'est scandaleux. De mieux en mieux, la Sécu rembourse des matériaux qui sont de plus en plus performants, mais qui sont sûrement pas aussi performants que celui-là, et qui vraiment changent la vie, quoi. Là, j'ai un pied avec une cheville électronique, mais si je fais du vélo, je prends pas ce pied-là, donc je change de pied. Et puis j'ai une autre prothèse pour pouvoir nager et palmer. Moi, j'ai un système pour changer de pied très facilement, par exemple. Ça, c'est pas remboursé, alors que c'est quelque chose qui changerait la vie de toutes les personnes amputées, ça c'est sûr, et qui coûte pas si cher que ça. Ce qu'on appelle les douleurs du membre fantôme. Alors ça, c'est soit des douleurs, soit des gênes. Ce que j'appelle une gêne fantôme. J'ai l'impression, dans certains cas, d'avoir... Vous savez, quand vous mettez une chaussette qui est trop petite, ça tire sur les doigts de pied, c'est pas agréable. Puis on a une espèce de pli qui vient sur le fond de la chaussure. C'est agaçant, ça. Alors donc, quand on est valide, on enlève sa chaussure, on met sa chaussette et on met sa... Mais sauf que là, on peut pas le faire. Donc effectivement, ça, c'est des gênes. C'est des trucs qui viennent agacer, quoi. Moi, les douleurs fantômes que je ressens, que j'ai ressenties après l'amputation, beaucoup, c'était des choses qui sont extrêmement violentes, permanentes, c'est-à-dire que c'est des coups, des à-coups, mais qui sont très très longs et qu'on peut pas arrêter, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, ah bah tiens, si je bouge, ça va arrêter. Non. C'est permanent, c'est extrêmement douloureux, à tel point qu'on crie. Voilà. On est très étonné parce que c'est vraiment le pied qui n'existe plus qui est douloureux. Moi, j'ai eu la sensation qu'on me tailladait la plante du pied qui n'existe plus. À titre d'image, moi, ma femme, elle m'a fait des massages du pied. Et mon cerveau, il s'est trouvé trompé avec ça. Il s'est dit, ça soulage, ça fait du bien. Alors, on parle beaucoup aussi de la thérapie du miroir, où on met un miroir entre les jambes, ce qui trompe aussi le cerveau. Le cerveau, moi, c'est des choses que j'ai vraiment découvertes avec cet accident, c'est qu'effectivement, il peut te tromper très facilement, mais il peut aussi prendre le pas sur des choses, alors qu'on lui demande rien, quoi. Là, en l'occurrence, les douleurs fantômes, c'est beaucoup ça. C'est des nerfs qui ont été coupés au moment de l'amputation. Et ces nerfs-là, ils réagissent encore dans certains cas. Et c'est extrêmement difficile à vivre parce que c'est jour et nuit, parce que ça s'arrête pas. Et c'est des choses extrêmement invalidantes. Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, je suis très réceptif à tout ce qui est hypnose. Et donc, les techniques d'auto-hypnose, par exemple, en cas de douleur fantôme, ça fonctionne bien avec moi. Je fixe mon esprit sur autre chose. Alors, la douleur, elle est là, mais j'essaye de l'estomper comme ça. Je trouve que ça s'est atténué. C'est un peu paradoxal. Les douleurs ont été moins vives. À partir du moment où, quand je rêvais, je me voyais effectivement plus avec mes deux jambes. Où je rêve que je suis avec ma prothèse, quoi. Et là, le cerveau, c'est là où on voit bien qu'il y a une part, mais on peut pas mettre que ça sur l'activité cérébrale ou sur le rêve ou le psychologique. C'est pas que ça. La douleur chronique fantôme apporte mal son nom en plus parce qu'elle existe. Elle n'est pas fantôme, elle existe bien. C'est le pied qui est fantôme ou la jambe qui est fantôme. Pour apprendre à vivre avec ce pied amputé et cette nouvelle prothèse, Vincent va rester en hôpital de rééducation pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il soit le temps pour lui de rentrer à la maison. Quand on est en rééducation, c'est vachement bien. Surtout moi, j'ai été dans un centre de rééducation où tous les corps de métier ont été top, super, ils sont vraiment d'une grande humanité, et voilà. Donc on est un peu choyé, cocooné, accompagné. On est dans un espace aussi où tout est prévu pour le handicap, c'est-à-dire prendre une douche, c'est pas compliqué, se déplacer en fauteuil, c'est facile parce qu'il y a des grands couloirs partout et tout est prévu pour. Donc on vit dans ce monde-là. Et le week-end, c'est pas pareil parce qu'on arrive le samedi midi, on repart le dimanche après-midi. Mais dans la maison, oui, on voit bien que le fauteuil c'est pas simple, ou marcher dans la maison c'est pas simple et compagnie. Mais enfin bon, tout ça c'est abstrait. Et puis le jour où on dit voilà, c'est fini, là, vous rentrez chez vous. Alors on est préparé, on est accompagné au retour à la maison. Dans les gestes, les ergothérapeutes vous aident à travailler comment charger son lave-vaisselle, comment faire avec son four, faire ses courses, etc. Les kinés, ils ont bossé justement sur les muscles qui vont bien pour pouvoir marcher, pour se pencher, etc. Tout le monde a bien bossé. Alors, c'est nickel, on est préparé. Et en fait, on se prend le handicap en pleine poire en rentrant, quoi. Parce que il faut se réhabituer aussi à la famille. Pour la famille, c'est pas simple du tout. Moi, je dis souvent que oui, je suis victime, mais pour mon épouse et l'ensemble de mes enfants, ça a été aussi des choses difficiles, à tel point d'ailleurs que mon épouse et mon plus jeune fils, ils ont été reconnus victimes par la justice. Et donc, on est content de retrouver papa à la maison, c'est chouette. Papa, il aime bien aussi rentrer, mais alors, se réhabituer les uns aux autres, avec c'est plus le même papa qu'avant, donc on est à
attentif à tout pour pas qu'il se casse la figure ou dès qu'il fait un mouvement rond, etc. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Et puis le quotidien, la spontanéité dans les gestes, dans les déplacements, etc. Tout ça, ça disparaît. Il faut tout anticiper, il faut tout prévoir, se balader avec son petit sac, avec éventuellement les bonnets pour pouvoir, si on a un problème d'emboîture, avoir le gel pour pouvoir remettre sa prothèse si on a besoin. On change de vêtements aussi, on peut pas avoir les mêmes vêtements qu'avant. Les pantalons slim, tout ça, c'est un peu fini, tout ça. Je peux plus cuisiner debout tout le temps, donc je me suis acheté un siège qui me permet de me poser, voilà. Des choses assez bêtes aussi, pour chanter. Chanter, quand on a un pied en moins, c'est pas la même façon de chanter, parce que on n'a plus les mêmes appuis. Respirer, c'est pas de la même manière. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça. Enfin, c'est toujours très difficile de dire qu'est-ce qui a changé en rentrant à la maison. Bah, tout a changé. Et puis beaucoup de choses ont dû bouger, évoluer, mais elles n'ont pas changé au fond. Je t'ai accueilli en short, mais quand je suis en pantalon, ça se voit pas que je suis handicapé. Donc là, du coup, pour des gens extrêmement proches et extrêmement bienveillants vis-à-vis de moi, bah pour eux, c'est fini. Voilà, je marche comme avant, donc c'est fini. Voilà, bah c'était un sale moment, mais maintenant c'est terminé. Donc non, c'est tous les jours, tout le temps. C'est à chaque fois, c'est un effort. Pour pouvoir marcher comme je marche, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il y en a eu avant et il y en a en permanence pour pouvoir continuer à marcher comme ça, etc. On te dit aussi qu'il faut lâcher prise. Alors ça, c'est le truc, on en parle beaucoup, le lâcher prise, mais c'est une fumisterie. Non, moi, il faut pas que je lâche prise. Il faut que je garde la main. Il faut que je garde le pied, le bon pied. Donc non, je ne lâche pas prise. Je ne peux pas lâcher prise. Et mon entourage non plus ne peut pas lâcher prise. Donc c'est important aussi de penser comme ça, de dire quand on est en situation ou quand on a des douleurs comme ça, etc. C'est pas lâcher prise. C'est traverser une période de douleur ou de difficulté comme ça. C'est important de la vivre comme une espèce de vague. Oui. Mais lâcher prise, non. Parce que pour moi, il faut continuer à avoir le maximum de garder cette prise-là, cette capacité à rester debout et à rester lucide par rapport à tout ça. La douleur, on doit la regarder en face aussi. C'est dans les yeux. Pour moi, c'est une personne. Je parle de mon moignon à la troisième personne, je parle de la douleur comme si c'était extérieur à moi, mais elle est en moi. Et elle fait partie de moi comme mon moignon fait partie de moi. C'est la regarder dans les yeux, puis voilà. Ouais, il faut avancer, quoi. Point. Ma vie a été bouleversée, mais je voulais qu'elle soit bouleversante. Je parlais de l'épisode où je me suis vu mort, et c'est quelque chose comme ça qui m'a porté. Parce que je me suis dit, bon, bah maintenant, quand la Camarde reviendra, parce que forcément elle revient, je veux pas avoir les mêmes regrets. Donc, même mon quotidien s'organise autour de cette pensée-là. C'est-à-dire que ma cuisine, ma façon de cuisiner a changé. Je tente des choses que je me serais jamais permis avant. Je suis beaucoup plus émotif, beaucoup plus ému rapidement. Il y a peut-être des choses, c'est tout con. Donc je l'ai dit, je suis gourmand. L'autre jour, j'ai été dans un magasin où il y avait une boucherie exceptionnelle. La manière dont le boucher m'a présenté son truc, on sent que le mec est passionné. Ça m'émeut. Enfin, c'est très bête. Je veux pas passer pour un gros viandard parce que c'est pas tout à fait le cas, mais en fait, c'est la sincérité du gars qui aime son boulot, qui est en train de me présenter un truc. Ça me touche énormément. Certaines paroles de chansons que j'entends, ou des poèmes, ou des choses comme ça, c'est des choses qui m'émeuvent énormément, qui peut-être me touchaient pas de la même manière avant. Et ça, maintenant, cette sensibilité-là, je l'accepte. Et ça, c'est dû effectivement au retour à la maison aussi. C'était des choses qu'il a fallu reconnaître, s'autoriser à ça, quoi. Vincent s'adapte à son handicap et trouve un nouvel équilibre dans son quotidien. 1 an et demi après son accident, il réussit même à faire un voyage au Japon avec sa famille. Mais alors qu'il pense que tout est à peu près stabilisé, un incident va venir tout remettre en question. En début de cette année, j'ai donc eu le fameux hématome qui était dû à un frottement de ma prothèse que j'ai gardé peut-être un peu trop longtemps. Enfin bref, c'est une partie technique là-dessus. Le résultat de ça, c'est que je pouvais pas mettre de prothèse. Donc je me suis retrouvé en fauteuil. Donc se revoir en fauteuil au bout de 1 an et demi ou 18 mois,
Pour moi, c'était réglé, quoi. J'avais fait le plus gros. Bon, ok, maintenant j'ai ma vie au quotidien, on y va, mes engagements, compagnie. Et en fait, je me suis retrouvé en fauteuil, comme au début. Et quand j'ai pu remettre une prothèse et m'appuyer à nouveau sur ma jambe, j'avais perdu la marche. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, la marche, c'est mécanique. Donc, comme j'avais perdu des muscles, je n'arrivais plus à emmener ma prothèse comme avant. Alors ça m'a mis un coup derrière les oreilles assez violent. Ça fait un peu peur à mon entourage, mais c'est la première fois où j'ai dit voilà, moi j'en ai marre. Là. J'ai tout donné. Je me suis bagarré, j'ai réussi à monter sur la montagne et puis en 5 semaines, je me revelais au pied de la montagne. Il va falloir que je refasse la même chose, ça va être lourd, ça va être long, j'en ai marre. Enfin bon, ça a été une sale période qui m'a rappelé justement le handicap. Et que il va falloir que je compte aujourd'hui 61, comment ça sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et, je vérifie ma jambe valide, que quand j'ai mal à la hanche, il faut que j'y pense, c'est que je dois compenser quelque part. Et il y a de l'arthrite qui vient, de l'arthrose qui vient, il y a des choses qui sont des pathologies normales pour des personnes plus âgées et qui, moi, arrivent maintenant. Donc, passer en quelques secondes de 60 ans à 80 ans, c'est pas simple. Vincent a toujours été militant et engagé. Alors, pour surmonter tout ce qui lui arrive, il décide très rapidement de rejoindre une association. Il choisit l'ADEPA, l'association de défense et d'entraide des personnes amputées. Très rapidement, j'étais encore à l'hôpital. Je me suis dit, il doit y avoir une assoce pour les personnes amputées. Et paf, je suis tombé sur l'ADEPA. J'ai dû adhérer, j'étais encore à l'hôpital, je crois. Pourquoi ADEPA ? C'est parce que pour moi, c'est surtout une manière d'écouter mes semblables et d'être présent avec eux. C'est-à-dire que moi, je retourne tous les 15 jours dans le centre de rééducation dans lequel j'étais. Parce que ça permet aux gens qui viennent comme moi de rentrer en rééducation, qui trouvent le temps long en rééducation, de voir ce que ça devient après, quoi. Alors j'ai une valeur, c'est pas une valeur d'exemple ou une valeur d'expertise, mais c'est une valeur d'accompagnement. Puis j'écoute beaucoup et moi ils m'apportent énormément, ces gens-là aussi. C'est un échange de bons procédés, ils s'en rendent pas forcément compte parce que je le dis pas forcément, mais au bout du compte ça fait du bien aussi cet engagement. Mais à 2 pas, ça s'appuie sur cette expérience entre pairs, PAIRS. Il faut aller voir adepas.fr parce qu'il y a des trucs qui se passent dans plein de régions. Allez voir d'autres associations aussi, comme les autres, de bout en bout. Et restez pas seul de temps en temps. Ouvrez la fenêtre, quoi. À chaque permanence, il y a des rencontres qui marquent. Et puis, je veux dire qu'à chaque fois que je participe à un atelier thérapeutique, etc., les rencontres que je fais sont, comme je disais, je m'en nourris. Elles sont importantes. Après, il y a des gens qui comptent plus que d'autres dans le parcours maquiné dans mon centre de rééducation. Nadine, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi. Et qui compte beaucoup pour moi. Et puis, il y a Eugénie aussi. Eugénie, c'est ma prothésiste. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui compte pour moi, parce que sans elle, je peux pas bien marcher. C'est une vraie rencontre amicale. J'apprécie parce qu'elle m'écoute. Non seulement elle m'écoute, mais elle m'entend. Je sais qu'elle se creuse la tête en permanence pour des solutions qui me conviennent. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plein de sociétés ou de cabinets qui proposent l'accompagnement prothétique. Et que tous ces gens-là, ils ont tous accès au même matériel. Donc c'est pas une question de matériel en fait. C'est vraiment une question de comment on va adapter ce matériel-là, comment on va accompagner dans le choix du matériel aussi. Parce que moi qui n'étais pas sportif, évidemment j'ai pas de lame de course par exemple. Mais par contre j'avais envie de pouvoir nager, faire du snorkeling, faire de la plongée, etc. J'ai une prothèse qui correspond à ça. Pourquoi j'ai une prothèse comme j'ai là ? C'est parce que quand je veux faire de la photo, je peux marcher dans n'importe quel chemin et j'y arriverai comme ça. Donc c'est aussi un choix en lien avec ma vie, avec mes hobbies comme on disait tout à l'heure. Et puis voilà. Mais oui, les personnes marquantes et les personnes qui comptent, encore aujourd'hui, Et je pourrais dire médecin, accompagnateur, je pourrais dire les infirmières. Pour moi, chaque métier a un visage. Et ce visage-là, il compte et il comptera forcément. Quand on parle de hobby et de photographie,
Vincent me parle très rapidement de ses voyages et surtout de ses projets de voyage. L'année dernière, c'était le Japon. L'année prochaine, ça sera la Malaisie. Voilà, je vais à Tenerife à la Toussaint. J'étais en Pologne au mois de mars. Ça fait partie des choses que... Voilà. Je vais essayer de faire en sorte, ils vont le découvrir s'ils écoutent le podcast. Mais j'aimerais bien faire un truc avec chacun de mes enfants. En fait, un voyage comme ça. J'ai été la chance d'avoir une de mes filles avec moi. On est allé visiter Auschwitz-Birkenau en mars dernier. J'étais en fauteuil, donc c'était laborieux. Mais j'aimerais bien qu'avec chacun de mes enfants, pouvoir faire quelque chose comme ça. Un voyage avec du sens derrière. Les histoires de mémoire, c'est important pour moi, donc c'est des choses que j'aimerais bien faire avec eux. On verra. Mais ça, c'est des projets qui me portent. Oui, les voyages, ça me porte. Ouais. Ça fait partie des réponses que j'ai trouvées aussi pour pas regretter. Et me dire, j'ai vécu et j'ai fait ça. Alors, je suis un peu désolé pour le bilan carbone, mais pour moi, c'est aussi vivre... il y a d'autres enjeux derrière les voyages, quoi. C'est important pour moi. Pour conclure, je demande à Vincent s'il a un message à faire passer aux personnes amputées. Et sa première pensée va aux personnes qui les accompagnent, leurs proches, leurs familles, leurs aidants. Moi, je dis pensez à vous aussi, et puis pensez que vous attaquez c'est pas un sprint, quoi. C'est une course de fond. Donc, comment nourrir son esprit, son corps pour être sur cette course de fond-là, et s'autoriser surtout à se dire, c'est pas facile, quoi. Et c'est comment on fait pour aussi leur laisser le droit de vivre, d'exister différemment. C'est vite fait, transformer sa femme en infirmière, ou son mari en supplétif. On y vient très très vite. Et donc en fait, c'est aussi avoir ce respect-là de l'autre. Et puis pour ceux qui sont confrontés à un trauma comme ça, je veux dire qu'à un moment donné, on a le droit de se plaindre, quoi. Pendant très longtemps, j'ai pensé que la plainte, c'était pas fécond. Sauf là. Là, on a le droit de se plaindre. On a le droit de se dire qu'il y a des matins où c'est particulièrement pas agréable de se confronter à son handicap, que la vie, elle est pas terrible quand même, qu'elle a pas été sympa, et que machin. On a le droit de se le dire. Et après, c'est comment on fait en sorte de dépasser ce stade-là, de traverser les vagues, comme on disait tout à l'heure, se laisser la vague se submerger, puis accepter d'aller respirer derrière. Pensez à vous, faites attention à votre moi. Qu'est-ce qui me fait du bien, quoi? Un grand merci à Vincent qui a pris le temps de m'expliquer en détail sa vie depuis l'amputation et avec la prothèse. Il a même pu me faire expérimenter ce que l'on vit dans son corps quand on essaye de marcher avec une prothèse. La vidéo sera disponible sur mon Instagram @banzai_podcast. Pour plus d'informations sur l'association À Deux Pas, sur l'association Les Algonautes ou sur le podcast, je vous mets tout en description de cet épisode. Et si vous avez aimé le témoignage de Vincent, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour soutenir le podcast. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux témoignages dans Banzai.